Bonjour à toutes et à tous. Je vais assez rapidement céder la parole à ma collègue Béatrice Bazin qui va vous présenter donc un certain nombre de résultats sur toutes les inspections qu'on peut mener à la DAF. Je voudrais déjà vous remercier d'avoir instauré ce colloque avec le dialogue. On est dans des temps où il faut rappeler que le dialogue, la dialectique, la contradiction, la controverse parfois, tout ça apporte de l'eau au moulin et c'est ce qui fait qu'ensuite on peut prendre des choix politiques. Voilà. C'est vraiment la nature et l'essence du débat scientifique, c'est d'apporter de la contradiction dans le respect. Et voilà, je trouve, merci beaucoup en tout cas de nous inviter. Donc vous redire qu'à la DAF, donc c'est l'antenne du ministère de l'Agriculture. Je vous ai mis petite infographie en particulier sur les sujets de sécurité sanitaire des aliments. Donc nous portons la politique en Martinique, la politique agricole, la politique alimentaire, la politique de la forêt. Et en particulier, donc, nous sommes amenés à effectuer un certain nombre de contrôles de bout en bout de la chaîne alimentaire, je vous le rappelle. Donc voilà, vous avez quelques exemples. Ça, c'est sur le nombre de contrôles sur une année qu'on peut effectuer. On va pouvoir effectuer des contrôles à la production. Alors, il y a du Larsen. Yes. Peut-être un autre micro qui est ouvert. Bon, c'est celui-là. Donc c'est juste pour essayer de casser quelques idées reçues sur le fait qu'on a des équipes qui sont sur le terrain. On est une administration de terrain à la DAF et que continuellement, voilà, dans l'année, on est là pour les citoyens, pour le consommateur, pour assurer que les denrées qui sont produites à la Martinique soient de bonne qualité et soient saines. Voilà. Je veux le redire parce que souvent on lit tout et n'importe quoi. Monsieur Karam le disait avant, mais voilà. Donc on fait des contrôles chez les agriculteurs ou dans les élevages, les inspections. On fait des contrôles à la transformation. On est présent systématiquement, notamment à l'abattoir, mais on va aller aussi dans tous les ateliers agroalimentaires de transfo. On fait des contrôles à la distribution et à la remise directe. On peut aller dans l'école de vos enfants vérifier l'hygiène de la cantine. On peut aller dans les restaurations commerciales. On peut faire fermer des établissements de restauration commerciale quand à plusieurs reprises ils n'ont pas respecté des règles élémentaires d'hygiène. Tout ça pour vous protéger les consommateurs. Et on le fait assez souvent. Là, le préfet, sur ma proposition, il a signé avant-hier la fermeture d'un établissement Martinique. Bon, voilà. On est en restauration collective et aussi et surtout on est au contrôle aux frontières. Donc on a des équipes qui sont pas les équipes de Béatrice Bazin, mais qui sont des sortes des douaniers du vivant qui vont contrôler ce qui rentre et ce qui sort pour des questions de santé animale et végétale, parce que on doit rappeler qu'il y a un certain nombre avec la mondialisation de maladies, d'épizooties qui peuvent circuler. Et donc, du jour au lendemain, on peut vraiment casser nos filières agricoles à la Martinique. Et ce qu'on souhaite avec tout ça, et ce que je pense on voulait démontrer, c'est que malgré ce boulet qui est la chlordécone en Martinique, on l'a dit, avec les difficultés qu'on a, on essaie de travailler pour apporter des solutions, connaître pour agir aussi. Je vous redis qu'il y a quand même un site chlordécone-info.fr qui est là pour essayer de donner l'état de la connaissance. Voilà. Il y a des champs qui sont encore investigués, voilà. Avec le docteur Jospélage, on n'est pas forcément d'accord. Je suis pas personnellement d'accord avec voilà toutes les thèses que vous pouvez défendre, mais c'est bien ça la contradiction et la controverse, et donc on avance comme ça. Il n'y a pas de souci et on s'écoute. Mais voilà, vous dire qu'on porte de la connaissance, on porte des solutions, et que les agriculteurs aujourd'hui, il faut pas laisser croire que les produits de la Martinique ne sont pas voilà sains et ne peuvent pas apporter des solutions. Parce qu'on est dans une situation quand même où on importe 80% de notre assiette. Vous avez vu tous les débats sur la vie chère voilà, qu'on tient. Le rebond qu'on attend, c'est quand même un rebond qui passe par de la production locale. Voilà, je veux le redire. Et je veux féliciter tous les agriculteurs, les pêcheurs, les filières, tous ceux qui les accompagnent, parce qu'on travaille très bien ensemble et on a des très beaux résultats sur des filières qui amènent aux consommateurs voilà, des produits de qualité et des produits sains. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit le directeur, donc je suis responsable du pôle dans lequel on va trouver les inspecteurs qui vont sur le terrain mettre en œuvre ce qu'on appelle chez nous plan de surveillance et plan de contrôle.
Alors, le plan de surveillance, son objectif, c'est de surveiller, c'est-à-dire de regarder la prévalence de la présence des contaminants dans les denrées alimentaires, qu'elles soient d'origine animale et végétale. Le plan de contrôle, on est plus sur un plan qui sert à vérifier que les denrées respectent la réglementation, donc chercher des fraudes ou des non-conformités. Donc les deux plans associés nous permettent d'avoir un panorama de la qualité des aliments. Alors, au niveau du pôle protection de l'environnement, nous travaillons bien sûr sur la chlordécone, mais pas que. Nous cherchons tous les contaminants dans les denrées alimentaires, qui soient donc des résidus de pesticides ou des éléments de traces métalliques. Donc nous avons toute une batterie de contaminants que nous surveillons sur l'ensemble des denrées qui sont mises en commercialisation. Alors dans la présentation, vous voyez qu'il y a la DAF, mais il y a également la DETS. Donc nous, la DAF, nous faisions les contrôles sur les denrées animales, à la production et à la commercialisation, et les denrées végétales à la production jusqu'en 2023. La DETS assurait la commercialisation. Au 1er janvier de cette année, nous avons récupéré le contrôle des denrées végétales à la commercialisation. Donc, sur les deux types de denrées, nous sommes à la fois en production jusqu'à la remise directe au consommateur. Alors, un bilan sur le nombre de contrôles que nous faisons chaque année. Nous faisons plus de 2000 contrôles. Donc, là, je vais vous présenter la campagne 2023, parce que la campagne 2024 est en cours, donc les chiffres ne sont pas consolidés, les contrôles sont encore donc ont lieu jusqu'à la fin de l'année. Donc sur les animaux terrestres, donc viande bovine, ovins caprins, porcins, aquaculture. Donc nous sommes sur 1207 prélèvements qui ont été réalisés en 2023. Alors là, je vous parle des non-conformités. Tout à l'heure, dans le détail, vous verrez la répartition des résultats selon les différentes catégories par rapport aux critères qui ont été présentés par le LTA. On parle de limite de détection, de limite de quantification et la limite maximale de résidus. Donc, 17 non-conformités, ce qui fait un taux de conformité des denrées animaux terrestres de 98,6%. Les produits de la pêche, donc 697 prélèvements, 30 non-conformités, un taux de conformité de 95,7%. Et sur les produits végétaux, donc 324 prélèvements, 3 non-conformités et 99,1% de taux de conformité. Donc, vous voyez que sur les 2228 prélèvements réalisés en 2023, on a un taux de conformité qui dépasse les 97%. Alors, comment les résultats sont présentés? Donc, nous avons 4 catégories de couleurs. Quand on a le résultat du taux de chlordécone, donc nous avons une catégorie qui représente les résultats qui sont en dessous de la limite de détection. Ça a été présenté tout à l'heure. Donc ce sont les graphiques qui sont en vert foncé. Quand un résultat est entre donc ce qu'on pourrait appeler zéro chlordécone dans l'état actuel des connaissances et des limites des techniques. En vert plus clair, donc ce sont les résultats qui sont entre la limite de détection et la limite de quantification. On pourrait dire on est donc sur des aliments qui contiennent des traces de chlordécone. Donc molécules donc détectées mais non quantifiées. En jaune, donc ce sont les aliments pour lesquels la molécule a été quantifiée avec des valeurs qui restent en dessous de ce qu'on appelle la limite maximale de résidus. Alors la limite maximale de résidus, c'est la valeur réglementaire qui permet de déterminer si l'aliment est conforme pour la consommation. Et en rouge, bien sûr, donc tous les prélèvements pour lesquels les résultats sont au-dessus de cette limite qui est fixée à 20 microgrammes par kilo de matière sèche. Donc, par catégorie, le premier graphique, les deux premiers graphiques vous présentent les prélèvements qui sont faits sur les œufs. Chaque année, nous faisons 135 prélèvements d'œufs et nous ciblons à la fois ce qu'on appelle les élevages hors sol et les élevages de plein air. Donc, en hors sol, ce sont les gros producteurs majoritairement qui vous proposent des œufs. Et en informel, ce qu'on appelle en informel, ce sont tous les particuliers qui produisent des œufs à côté de chez eux, sur un bout de terrain, mais qui les échangent, qui les vendent dans leur voisinage ou sur les marchés. Donc, nous essayons vraiment de contrôler tous les œufs qui sont mis en circulation. Donc, sur les circuits formels, comme vous le voyez, il n'y a pas d'œufs, en tout cas, on n'a pas trouvé d'œufs qui soient ni au-dessus de la limite maximale de résidus, ni contenant de la chlordécone, donc entre la
limite de quantification et la LMR. Sur le circuit informel, donc, nous avons trouvé 2 prélèvements qui étaient au-dessus de cette limite maximale de résidus, 27 qui étaient entre la limite de quantification et la limite maximale de résidus. Alors, je dois dire qu'avec les années, on voit quand même une évolution sur ces valeurs. À certaines périodes, on avait des taux qui étaient très importants. Et avec le travail d'explication qui est fait aux particuliers, on voit quand même une baisse du niveau de contamination. Notre objectif, c'est qu'on ne puisse plus avoir ni de non-conformité ou de réduire vraiment le nombre de prélèvements où on trouve des œufs contenant de la chlordécone. Et donc 23 prélèvements où on était entre la limite de détection et la limite de quantification, et 29 où on ne pouvait pas détecter la molécule. Donc ça, c'est pour les 135 prélèvements d'œufs réalisés sur le territoire. Alors je précise également, l'intervenant précédent, M. Carême l'a dit, certes, on travaille beaucoup sur les zones avec ce qu'on appelle un passé bananier, donc on est sûr qu'on a de la chlordécone, mais on sillonne l'ensemble du territoire parce qu'il y a eu effectivement des transferts, parce qu'il y a des endroits où on trouve de la chlordécone et on est un peu surpris. Donc les prospections se font sur l'ensemble de l'île. Toujours en volaille, donc on fait des prélèvements, 135 prélèvements sur de muscles de volaille, donc sur la viande. Et là, donc on travaille avec les abattoirs qui sont sur le territoire. Et là, on n'a pas détecté de prélèvement contenant de la chlordécone. 4e graphique, c'est le plan de surveillance de la viande porcine. Donc 40 prélèvements qui ont été effectués. Donc sur la viande porcine et les autres viandes dont je vais parler, on est présent surtout à l'abattoir. Donc 40 prélèvements qui ont été faits, pas de prélèvements où on a des non-conformités, 5 prélèvements où on est entre la limite de quantification et la limite maximale de résidus, et 31 et 4, donc 35 prélèvements où on est donc dans les zones vertes, c'est-à-dire soit 0 chlordécone ou en dessous de la limite de quantification. Le plan de surveillance au vin caprin, 90 prélèvements réalisés en 2023, 2 non-conformités qui ont été détectées, 6 prélèvements pour lesquels on est en dessous de la LMR et on trouve de la chlordécone, mais qui reste conforme à la réglementation. 5 prélèvements où on est entre la limite de détection et la limite de quantification, et 77 où on est en dessous de la limite de détection. Juste pour information, on fait aussi des contrôles sur l'importation en ciblant les pays qui ont un historique d'utilisation de la molécule. Donc en fonction de ce qui est importé sur le territoire. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de prélèvement, en tout cas de viande non conforme par rapport aux règles fixées par la réglementation. Ce graphique présente donc un focus sur la viande bovine. Alors en viande bovine, on a 2 plans. Donc sur la viande bovine, on a ce qu'on appelle un plan, alors des animaux qui relèvent de cheptels qui sont placés en plan de contrôle. Donc ce sont des cheptels où il y a eu un diagnostic à la fois sur l'exploitation, où on sait qu'on a un risque chlordécone avéré. Donc quand les animaux qui relèvent de plan de chlordécone, du plan de contrôle, sont présentés à l'abattoir, ce sont des animaux qui font l'objet d'un prélèvement systématique avec des carcasses qui sont consignées dans l'attente du résultat. Et donc, en fonction du résultat, la carcasse, elle est libérée si la viande, elle est conforme, ou au contraire, elle est saisie si on trouve un taux de chlordécone supérieur à la LMR. Donc là, 391 prélèvements effectués en 2023 avec 2% de non-conformité, donc 2% de carcasses saisies pour le plan de contrôle. À côté de ces animaux qui sont rattachés à des cheptels identifiés à risque, on a un plan de surveillance, donc sur les autres élevages, où là on est sur des prélèvements aléatoires, donc en fonction de critères qui sont définis, et 400 prélèvements réalisés en 2023, avec là aussi 2% de non-conformité sur les résultats qui nous ont été transmis. Voilà. Quelques prélèvements sur de la viande d'importation, donc il y en a eu 5 avec 100% de conformité. Alors, sur la filière bovine, je précise qu'on travaille également avec un certain nombre d'acteurs pour aider, accompagner les éleveurs pour sécuriser la production bovine. Donc le GDSM, et avec des outils qui ont été mis en place pour
essayer de favoriser la présentation d'animaux pour lesquels on sait qu'on n'aura pas de problème de conformité. Donc, il y a un outil qui s'appelle l'OAD, qui permet de faire une prise de sang sur l'animal avant qu'il ne soit présenté à l'abattoir pour vérifier si jamais le risque était avéré, vérifier que la contamination a été faite dans des bonnes conditions pour limiter les carcasses saisies et au niveau de l'abattoir. Alors, un petit graphique sur l'évolution, notamment sur la viande bovine. Donc, l'évolution des résultats depuis 2017, donc sur quelques années. Vous voyez que le nombre de carcasses contenant de la chlordécone donc, est en diminution, compte tenu des programmes de sécurisation qui ont été mis en place, et le nombre de non-conformités a baissé. On met l'accent encore parce qu'on a eu 13 non-conformités en 2023, donc c'est quand même des chiffres qui nous interpellent et pour lesquels nous travaillons avec les acteurs pour qu'on n'ait pas de carcasses qui soient non conformes au niveau de l'abattoir. Et je rappelle que ces carcasses, elles sont saisies et donc elles ne sont pas mises en commercialisation au niveau de l'abattoir et elles sont détruites. Les produits de la pêche. Donc, nous réalisons chaque année 600 prélèvements, donc poissons, crustacés. Sur 2023, donc 5% de non-conformité sur les produits de la pêche. Et sur ces 5%, donc vous avez la répartition entre les poissons, donc petits pélagiques, 20%, les espèces benthiques, 43%, les langoustes, 30%. C'est vraiment le fruit de mer qui nous inquiète parce qu'on a presque systématiquement des non-conformités sur les langoustes, surtout quand elles sont prises dans des zones qui correspondent à des zones d'interdiction de pêche, et 7% sur les autres crustacés, notamment des crabes. Donc là, il y a vraiment une corrélation entre la zone où on les a achetés, parce que c'est du déclaratif, donc qui est un peu extrapolé à la zone de pêche, et le taux de contamination de ces produits. Voilà. Faisons aussi quelques contrôles à l'importation, et nous contrôlons l'aquaculture. Et là, pour l'instant, 100% de conformité sur la campagne 2023. L'évolution des produits de la pêche. Donc, on a vu d'abord une forte diminution depuis le 2017 des non-conformités. Mais là, voilà, une stagnation et un gros travail qu'on continue, notamment avec la direction de la mer et les pêcheurs, pour que le nombre de non-conformités ne soit pas aussi important. Je rappelle, c'est surtout lié à des crustacés, les non-conformités qu'on retrouve sur les produits de la pêche. Dernier type de denrées, donc les produits végétaux. Donc je vous ai dit jusqu'en 2023, c'était la DETS, donc qui dépend de la répression des fraudes, qui faisait les contrôles des fruits et légumes sur les étals. Donc, il faisait les GMS, les bords de route, les marchés sur des denrées. Il y a une présentation sur les 3 catégories de denrées. Donc, les denrées sensibles, ce sont en général les tubercules, les denrées intermédiaires et les denrées peu sensibles. Donc, 202 prélèvements, une non-conformité. En général, les non-conformités sur les végétaux sont associées à des légumes racines. 16 végétaux pour lesquels on a trouvé de la chlordécone, ce qu'on appelle des positifs conformes, donc des résultats qui sont entre la limite de quantification et la LMR. 31 qui sont entre la limite de détection et la limite de quantification, et 153 prélèvements pour lesquels on n'a pas trouvé de chlordécone, donc on est en dessous de la limite de détection. Donc ça, ce sont les résultats de la DETS. Nous, au niveau de la DAF, donc nous faisons un plan de surveillance, un plan de contrôle. Le plan de surveillance vise des parcelles pour lesquelles on n'a pas de résultats, donc il n'y a pas eu d'analyse de sol pour l'instant, sachant que quand le prélèvement est fait, est associé une analyse de sol. Donc au moment du prélèvement, le niveau de contamination du sol n'est pas connu. Donc 30 prélèvements essentiellement sur des denrées peu sensibles. Et là, pas de non-conformité et tous les prélèvements avaient des valeurs inférieures à la limite de détection. Le plan de contrôle, je vous l'ai dit en début, c'est vérifier que sur une parcelle contaminée, donc pour laquelle l'analyse de sol a été faite, les cultures en place ne posent pas de problème, ou des parcelles pour lesquelles il n'y a pas eu d'analyse, mais qu'on sait autour qu'il y a
une contamination compte tenu de la cartographie. Et on vise des cultures sensibles, des cultures intermédiaires. Donc les racines, concombres, enfin voilà, concombres, courgettes, giromons, donc tout ce qui peut être très à risque. Donc sur les 92 prélèvements réalisés, 2 non-conformités, de mémoire c'était patate douce et dachine. 6 prélèvements où on est entre la limite de quantification et la limite maximale de résidus. 20 prélèvements où on est en dessous de la limite de quantification et au-dessus de la LD. Et 64 prélèvements où on est en dessous de la limite de détection. Donc le graphique vous montre l'évolution des prélèvements sur les denrées d'origine végétale. Et donc là, vous voyez que le nombre de non-conformités reste très faible. Souvent associé à des légumes sensibles cultivés sur des parcelles contaminées. Notre objectif, c'est vraiment que les deux graphiques en vert augmentent au niveau des pratiques, c'est-à-dire qu'on ait des denrées qui n'aient pas de chlordécone, donc soit en tout cas inférieures à la limite de quantification. Donc on travaille beaucoup sur ces zones jaunes pour apporter des conseils aux agriculteurs pour vraiment adapter les cultures par rapport au niveau de contamination des sols. Donc, le collègue précédent l'a dit, en fonction de la teneur en chlordécone du sol, il y a quand même des cultures qui sont autorisées et qu'il faut adapter par rapport à la valeur qui est transmise quand le résultat est connu. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Bien. Est-ce qu'il y a quelques questions à poser à ces deux? Les hôtesses ne sont pas prêtes. Le temps que le micro vous parvienne, je voulais juste vous dire que là, on parlait du sujet chlordécone. On l'a redit au début, on fait des analyses multi-résidus voilà, avec grand angle. Et on est amené, notamment sur les produits d'importation. Là, on a dit on n'a jamais de non-conformité, mais c'est le sujet chlordécone. Hein. Mais parfois, on est amené à retirer des produits d'importation du marché. On a détruit cette année des poulets ukrainiens, plusieurs tonnes, hein, donc, qui étaient bourrés d'antibiotiques, voilà, qui avaient dépassé x3 les LMR doxycycline, c'est un antibiotique. C'est un exemple. Voilà. Donc on retire quand même des produits d'importation régulièrement. On a retrouvé des multirésidus dans des tomates aussi, donc voilà, on a retiré des tomates, dans du curcuma, voilà. Donc il y a quand même et on essaie de communiquer, alors c'est souvent via la préfecture, sur ces opérations de destruction ou de retrait quand elles sont un peu massives, quoi, voilà, avec des rappels de produits, etc. Une question courte, oui. Alors en fait, oui, alors je voulais dire que alors les taux de conformité sont de plus de 95%. En fait, je vais commencer d'abord. 80% de l'alimentation qui vient de nos assiettes vient de l'extérieur. 80%. Ça veut dire que 20% viennent localement. En fait, elles sont produites localement. Et j'ai vu aussi que le taux moyen de conformité des normes par rapport au chlordécone, c'est en moyenne 95%. Cela veut dire que, j'en déduis que des 20%, si on retire 95%, il y a à peu près, je sais pas, peut-être 3% en moyenne qui ne sont pas conformes à la consommation. Donc ça veut dire qu'on a quand même une alimentation exempte de chlordécone. Alors comment ça se fait que nous ayons toujours une contamination au chlordécone jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, puisque les 80% d'importation, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Même pendant la pollution en chlordécone, il y avait cette importation qui faisait que l'alimentation, c'était toujours 80-20% et une non-conformité qui est vraiment petite. Vous pouvez poser la question, s'il vous plaît, parce que... Oui, je vais poser la question. Donc voilà, qui est petite. Donc en fait, est-ce que c'est l'alimentation qui fait que nous avons un taux énorme de contamination en Martinique? Est-ce que la source de contamination ne serait pas ailleurs, comme l'air, comme l'eau? Voilà, puisque la terre, selon les résultats que vous avez et les produits qui sortent de la terre ou de l'élevage,
Ce n'est que il y a 5% de l'alimentation. Et j'ai une deuxième question. Vos analyses. On va s'arrêter là parce que là, Mais ça fait. On va d'abord répondre à je voulais cette poser une question. On m'a pas laissé poser la question. On a passé le micro là-bas. Et j'ai une autre question. C'est le budget qui est utilisé pour faire ces contrôles. La source du budget. Est-ce que c'est l'argent du plan chlordécone 4 qui permet de faire ces contrôles, ou est-ce que c'est l'État la DAF qui utilise le budget pour faire ces contrôles-là? Alors, sur la première question, quand on étudie les sources d'exposition, on parle souvent d'exposome d'ailleurs dans l'ensemble des sources qu'on individue, etc. Il y a eu quand même beaucoup de recherches là-dessus. C'est l'alimentation qui est le principal vecteur, l'alimentation, un peu l'eau, mais pas tant que ça. C'est une molécule qui est je vais pas dire hydrophobe, mais qui est pas hyper bien soluble dans l'eau, mais bon, c'est surtout de l'alimentation. Donc effectivement, vous dites pourquoi on a du chlordécone. Là, ce que vous avez en rouge, c'est réglementairement, c'est les produits qui sont impropres à la consommation, voilà, et qu'on doit retirer du marché. Par contre, vous avez quelques molécules de chlordécone, c'est le jaune et le vert pâle, où il y a quand même du résiduel. C'est pour ça c'est un peu le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, hein. L'État souvent porte des politiques qui sont zéro risque chlordécone. Aujourd'hui, le sujet qui est apporté par l'AMSES, c'est aller vers le zéro chlordécone, tout court. Donc c'est ce dont on a essayé de focuser un peu d'intervention, c'est le jaune et le vert pâle qui contaminent les corps aussi par les molécules. Pour autant, les produits, ils sont réglementairement. Je rappelle que les LMR, les limites maximum des résidus, c'est quand même des références réglementaires qui sont issues de beaucoup de travail scientifique, collaboratif. On parlait tout à l'heure de 723 publications, mais pareil, sur ces sujets-là, il y a beaucoup de science. C'est un couple denrées, substances actives qui définit une LMR avec de la réglementation. Et donc, on n'a pas une réglementation zéro chlordécone. Aujourd'hui, on a une réglementation avec des limites maximum de résidus. Le financement. Alors, juste avant le financement, je vais compléter. Nos prélèvements, nous les faisons surtout sur les circuits, je dirais, chez les producteurs. Et après, en commercialisation, au marché bord de route. Après, on le voit sur les œufs. On essaie de convaincre beaucoup les particuliers qui font les œufs à côté de la maison, qui se disent il y a pas eu de banane à côté de ma maison, j'ai pas utilisé de la chlordécone, donc il n'y a pas de risque. Et on se rend compte qu'on a des prélèvements des fois qui sont avec des taux qui sont importants. Et je crois que le programme Chavas, c'est important que les particuliers l'utilisent pour pouvoir savoir si leurs sols sont pas contaminés, parce qu'on a un taux d'autoconsommation qui est non négligeable. Donc il y a ce qui est produit, mais il y a ce que chacun fait à côté sur sa petite parcelle qui peut être aussi source de contamination. Donc nous, on est vraiment sur la production, les producteurs, complété par le programme JAFA. Je pense que les deux alliés, si vraiment ils sont performants, ça permettrait de réduire le taux d'exposition de la population. Et pour répondre sur le financement, donc sur le plan chlordécone, en fait, on est sur effectivement le plan chlordécone 4 et le PIT, donc les crédits qui sont délégués à la DAF pour pouvoir mettre en place ces analyses. Une dernière question. Trop de questions, là. Je sais pas, madame là-bas. Vous avez quoi question? Une dame qui est là. Alors, en attendant, je voulais répondre à une question qui a été posée sur Internet. On peut avoir une chlordéconémie qui diminue parce que la demi-vie de la chlordécone dans le sang est de 6 mois. Donc, si on a une alimentation qui n'a aucun apport en chlordécone, on peut avoir le taux de chlordécone qui est divisé par 2 en 6 mois. Là, c'est les chiffres qu'on a. Oui, bien sûr, dans le sang. On m'entend? Oui, on m'entend. Oui. Bonjour. Dites-moi, comment sont fixés les objectifs, le nombre de contrôles, en fait? Chaque année, vous décidez de faire un certain nombre de contrôles. Est-ce qu'ils sont suffisants? Comment est-ce que vous décidez de combien de contrôles vous allez effectuer?
Alors, si vous regardez le plan chlordécone 4, vous verrez qu'en fait, il a été décidé de maintenir pendant tout ce plan le même niveau de pression de contrôle. Donc, nous avons les chiffres que je vous ai présentés en termes d'objectifs sont les mêmes chaque année, plus de 2200, voire un peu plus de prélèvements. Voilà. Donc, on maintient vraiment une pression de contrôle élevée, même si on se rend compte, par exemple, sur les denrées végétales qu'on en trouve beaucoup moins, on maintient quand même cette surveillance et ce contrôle au niveau du territoire. Voilà, et donc nous avons des instructions de notre ministère qui nous rappellent les objectifs à mettre en œuvre. Voilà. Une dernière question, monsieur? Oui, Ambel, bonjour tout le monde. Question Pouchi, mètre carré par mètre carré, contrôle la terre Martinique pas qu'à fait. Ça, c'est une première question. Deuxième question. Là, nous avons parlé de LMR. Nous avons parlé de zéro chlordécone. Moi qui l'a, j'en ai 0,8. Après 6 mois, là, j'ai fait deuxième test là, il pas descendre à 0,4, ça pas vrai. Donc, ça m'a dit, si on ne check pas, il poisonne nous. Faut pas dire ni 2, 3 prélèvements pour faire. Faut que tout partout à terre Martinique nous fait ça qu'il y a à faire si nous laissons sauver le pays, si nous laissons sauver Mouna dans le pays Martinique là. Alors, ça, là, monsieur, vous faites de la politique, en fait. Je ne vais pas pouvoir vous répondre, directeur de la DAF. On va pas. C'est une question politique, c'est pas une question scientifique.